Bonsoir. Noël, c'est dans moins d'un mois et les sapins ont déjà fait leur apparition. Naturel, local ou importé, en pot ou artificiel, lequel est le plus sympa en termes écologiques? Sujet épineux, traité avec humour ce soir. On parlera aussi de naissance. Quand est-ce que commence un congé maternité si l'enfant naît prématurément? Question simple, a priori, en fait pas du tout, ce qui engendre des situations parfois très compliquées. Témoignage. Il faut s'habiller chaudement, c'est de saison. Aujourd'hui, les lainages sont très souvent mélangés à des fibres synthétiques. Qu'est-ce qui tient le plus chaud? Les résultats de notre test vont vous surprendre et vous tomberez certainement sous le charme des chèvres angora. La tonte est un sujet délicat. C'est la saison des pulls, des écharpes, des bonnets dits en laine. Est-ce que vous avez déjà regardé de près les étiquettes avant d'en acheter? C'est ce qu'on a fait avec ces 10 pulls mi-saison. C'est plus ou moins doux, c'est marqué soit laine vierge ou 100% laine ou encore pure laine ou encore wool blend, ce qui n'est pas du tout la même chose, encore qu'il peut ne rien être marqué du tout. Alors comment s'y retrouver entre tous ces milliers de pulls qu'on trouve actuellement en magasin, d'autant plus qu'il y a toutes sortes de laines différentes? C'est pour apporter un peu de transparence dans ce monde du textile laineux que Muriel Siquier et Vanessa Babst ont donné rendez-vous pour commencer à la grande famille des caprinés dans laquelle s'est glissé un camélidé. Ah, les joies de l'hiver. Les journées sont courtes, aucune envie de sortir de son lit. Dehors, il fait froid, le vent souffle, tout est humide. Heureusement, nous avons ce qu'il nous faut dans nos armoires pour nous tenir au chaud. Avec nos lainages, nous sommes prêts pour affronter les éléments. Mais en fait, cette laine qui nous réchauffe, c'est quoi exactement? Commençons par la plus classique et la plus répandue, la laine de mouton. C'est une laine basique et lisse. Mais il y a mouton et mouton, comme les Shetland d'Écosse ou ceux-ci, de la race Mérinos, très à la mode actuellement. Plus douce, la laine d'agneau qui se divise en deux catégories, le lamb's wool, issu de la première tonte des jeunes moutons à environ 6 mois, et la laine vierge d'agneau. Autre animal plus poilu, la chèvre angora avec sa toison longue et frisée qui donne le mohair, une laine volumineuse, à ne surtout pas confondre avec le lapin angora et son poil qu'on épile pour faire de la dite laine angora. Plus luxueux et plus rare, l'alpaga, qui vit principalement dans les Andes. On en tire une fibre très précieuse, plus légère que la laine de mouton. Et la plus douce, la chèvre cachemire, qui donne une laine fine et luxueuse. Vous l'aurez compris, la laine est une fibre naturelle qui vient d'un animal. Valentine Ebner connaît ses pelotes. Professeure à la Haute École d'Art et de Design, elle enseigne entre autres la maille sous toutes ses formes. C'est une passionnée de la laine. Nous lui avons demandé ce qu'elle pense de nos pulls. Ça, c'est très doux. Ouais, c'est très doux, ça. Après, je vais voir. Oh, ça pique. Je vais comparer avec celui-là. Ouais, ça pique plus, ça. Donc pour vous, quand ça pique plus, ça veut dire qu'il y a plus de laine dedans, c'est ça? C'est qu'il y a peut-être moins d'angora ou de cachemire. Effectivement, la laine n'est pas toujours douce. Elle peut aussi piquer, gratter, comme la laine de notre enfance. Des chaussettes et des bonnets tout rêches, tellement inconfortables, mais tricotés avec amour. C'est une affaire de microns qui mesure la grosseur de la fibre de la laine. La laine, ça gratte ou pas. Ça dépend de la qualité. Plus il y a de microns, plus il y a d'écailles qui sortent, donc ça pique. C'est des petites pointes qui nous rentrent dans le corps. Moins il y a de ces écailles, plus c'est lisse, donc plus c'est doux. Lorsque le nombre de microns est petit, la laine est fine et douce. Plus il y a de microns, plus la fibre est piquante. Le cachemire, la plus douce, a autour de 18 microns, alors que le Shetland en a environ 23. L'industrie de la laine a aussi mis en place des labels qui assurent une certaine qualité. Le plus connu, c'est le Woolmark, créé en 1964. Il garantit que la laine vient de tontes d'animaux sains et vivants. Le label Woolmark, c'était un label déposé en Australie pour parler des laines de meilleure qualité. C'est pas de mélange du tout. C'est 100% de la laine de la qualité annoncée. C'est vraiment un label qui assure que c'est une laine 100% dans la fibre angora ou mohair, enfin en tout cas la fibre annoncée. Donc c'est l'étiquette qui vous fournira la réponse.
Le label laine vierge correspond à un type de laine où on a ajouté un maximum de 7% d'autres laines. Ou pure laine vierge dans lequel est autorisé 0,3% d'autres laines. Et enfin, il y a le 100% laine ou pure laine. Alors ça, par contre, c'est plus de mélange. C'est toujours de la laine, il n'y a pas de polyester ou comme ça. Mais là, on commence à avoir vraiment peut-être du recyclage, des matières recyclées ou des parties moins bonnes. Cependant, en lisant nos étiquettes, on s'aperçoit que d'autres fibres se sont enfilées dans nos pulls. Même notre experte a de la peine à les déceler. Je pense qu'ils ont tous de la laine. Ces deux, je pense qu'il y a de la laine, mais alors, je ne saurais pas dire quelle est la composition exactement. C'est difficile, hein. Comme je vous ai dit avant, il faut absolument regarder les étiquettes pour être sûr à 100%. Mais celle-là, c'est fort possible qu'il y ait beaucoup de laine quand même. Oups, c'est pas marqué. Bon, alors ça, 17% de polyamide, il n'y a pas tant de laine que ça. Bon, il y a du mohair et de la laine, c'est pour ça qu'il y a ce petit côté un peu doux, c'est le mohair. Mais il y a pas mal d'acrylique dedans. Décidément, il y a de moins en moins de laine dans nos pulls qui ont l'air tellement laineux. Et pour corser le tout, certaines étiquettes nous induisent en erreur. Sur cette jaquette toute douillette, on lit qu'elle contient du wool blend, mélange de laine en bon français. Mais sur l'étiquette, on s'aperçoit qu'il y a seulement 8% de laine. Nous l'avons montré à Lucilla Croquelois, consultante pour la Fédération romande des consommateurs. Il ne mente pas. Le fabricant, il a mis de la laine, donc il met qu'il a mis de la laine. Ça n'engage à rien de mettre wool blend. Il n'y a pas de réglementation. On ne sait pas. En fait, c'est le bon vouloir soit du fabricant, soit du détaillant qui met l'étiquette. Il pourrait tout à fait vendre sans étiquette, c'est tout à fait possible. Donc il pourrait mettre 1% de laine et vendre ça wool blend. Oui, parce qu'il y a 1% de laine. Il ne dit pas all wool blend. C'est du marketing, pur et simple, oui. Pur et simple. On sait très bien que les consommateurs cherchent maintenant de la laine, donc on met de la laine. Ça fait vendre, j'imagine. Il existe 3 types de fibres utilisées dans l'industrie du textile. Les fibres naturelles d'origine animale ou végétale, comme la laine, le coton ou la soie. Les fibres artificielles créées par l'homme à partir de la cellulose de végétaux comme le bambou, le pin ou l'eucalyptus. On connaît ces fibres sous le nom de viscose, modal ou lyocell. Et les fibres synthétiques qui proviennent pour la plupart du pétrole. Ces fibres ont complètement révolutionné l'industrie du textile. La plus utilisée est le polyester, fabriqué avec la même matière qui sert à faire les bouteilles PET. Il y a aussi le polyamide, également connu sous le nom de nylon, l'acrylique, qui rend nos pulls plus doux, et l'élastane, qui leur donne de la tenue. Depuis les années 80, ces fibres sont devenues incontournables au détriment de la laine. Elles servent à rendre le pull moins cher. Et puis elles servent aussi, dernièrement, à alléger un petit peu le pull. Ben là, quand vous avez par exemple 40% de viscose, 25% de polyamide, 25% de laine mérino, 5% d'angora et 5% de cachemire, vous avez 35% de laine. C'est clair qu'un pull comme ça, pour le déformer au lavage ou parce que vous pouvez le suspendre, il ne va pas se déformer. S'il était tout en laine, il faudrait faire plus attention. Les fibres synthétiques sont peut-être très pratiques, mais elles sont aussi polluantes. Plus d'un tiers des particules de microplastiques présentes dans les mers provient de ces textiles synthétiques, des particules qui se détachent des vêtements lors du lavage. Et des fibres synthétiques, il y en a passablement dans les vêtements dits en laine. D'ailleurs, globalement, tout textile confondu, la laine est beaucoup moins utilisée que le coton ou le synthétique. On l'aura compris, la législation suisse n'oblige pas du tout à indiquer quel type de fibre votre pull contient, ni d'où provient la laine. Et si c'est marqué, c'est que le fabricant ou le distributeur l'a bien voulu. Nous nous sommes rendus dans les magasins pour en savoir plus sur la provenance de la laine. Parmi les pulls que nous avons examinés, seule une enseigne, le groupe Coop, affiche l'origine de la laine, et uniquement sur sa gamme Naturaline, comme nous l'explique Giovanni Giacomini. Oui, c'est un élément marketing parce que le client, aujourd'hui, il veut savoir d'où provient la marchandise, qui était le producteur, est-ce qu'on a respecté
finalement la maltraitance envers les animaux? Est-ce qu'on a respecté le bien-être des animaux? Et si le développement durable a été respecté également? On connaît la provenance parce qu'on a des fournisseurs auxquels vraiment on leur demande de respecter une charte très importante. Donc on connaît les fournisseurs, on sait d'où elle vient. Par contre, on ne pourrait pas tracer, de dire voilà, tel pull, c'était telle production à tel moment. C'est difficile de connaître l'origine de la laine, mais ce n'est pas impossible. Dans le canton de Lucerne, l'entreprise familiale Lang, fournisseur de pelotes de laine depuis plus de 150 ans, propose sur son site internet de remonter le fil de certains produits jusqu'à la tonte du mouton. Par contre, suivre la trace de la laine sur le marché mondial est beaucoup plus compliqué. Les gros producteurs de laine sont l'Australie avec 350 000 tonnes par an, suivi de la Chine avec 330 000 et loin derrière, la Nouvelle-Zélande avec 150 000 tonnes. Chaque année, plus de 80 milliards de francs suisses de produits issus de la laine sont vendus. On ne sait pas très bien qui vend et où, parce que, par exemple, il y a un très grand producteur de mérinos en Australie, et ce n'est pas dit du tout que c'est eux qui nous apportent le mérinos. Peut-être que c'est les Chinois qui l'achètent et qui le revendent après. Finalement, le seul moyen de savoir d'où vient sa laine, c'est de l'acheter chez un éleveur local et de se mettre au tricot. Ce qui n'est pas réservé qu'aux grands-mères, on le verra. L'origine des laines qui composent nos pulls, on l'a dit, reste le plus souvent un mystère. Si l'étiquette affiche le lieu de production, ce qui n'est pas non plus obligatoire, ça ne veut pas dire du tout que c'est de là que vient la laine. Sur ces 10 pulls, un seul indique l'origine de la laine, c'est celui-ci qui est vendu justement par la Coop. Il est fabriqué en Lituanie. La laine vient d'Argentine. Pour les 9 autres pulls que voilà, nous avons dû écrire à tous les distributeurs pour avoir des informations avec des résultats mitigés. Ces 3 pulls-là ont été fabriqués en Chine. Manor nous a indiqué que la laine d'agneau vient d'Australie. Ce pull que nous avons acheté chez Esprit a un mélange assez complexe de fibres synthétiques et de laine, du mérinos venant d'Uruguay, de la laine d'Afrique du Sud, du mohair d'Afrique du Sud également. Mélange de fibres aussi dans ce pull de H&M, impossible d'en savoir l'origine, des 64% de laine. H&M s'est contenté de nous envoyer une liste de fournisseurs. On ne saura pas non plus l'origine de la laine de ce pull de chez Zara, fabriqué en Turquie. Pas de réponse non plus pour ce pull acheté chez Zalando et fabriqué au Bangladesh. Zalando nous a renvoyé à la marque danoise Anerkent et là, silence radio. Merci pour la transparence, c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher. Heureusement, d'autres distributeurs et fabricants se sont montrés plus coopératifs. Ces 2 pulls ont été fabriqués en Italie, celui-ci de la marque Polkel, 100% mérinos, la laine vient d'Australie. Celui-là acheté chez Anouk, on peut dire qu'il est mondialisé celui-là. À part les fibres synthétiques, la laine de mérinos vient de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud, l'angora de Chine et le cachemire est produit par des chèvres de Mongolie intérieure. Mongolie intérieure aussi, c'est l'origine de la laine 100% cachemire de ce pull vendu chez CA, fabriqué à Madagascar. Et puis 100% de laine vierge australienne pour ce pull fabriqué en Roumanie, acheté chez Benetton. Moralité, on voyage beaucoup avec tous ces pulls qui ne contiennent pas un fil de laine suisse. On verra tout à l'heure pourquoi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors devant ces mélanges de laine et de fibres synthétiques, on s'est demandé lesquels de ces pulls tiennent le plus chaud évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'en dehors de la laine, il y a beaucoup de choses dans ces pulls, polyamide, polyester, nylon, élastane, acrylique, etc. Toutes ces fibres artificielles et puis synthétiques. Alors, comment est-ce que le laboratoire a procédé pour mesurer la capacité thermique de ces pulls? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous nous sommes rendus à Écuilly, dans la banlieue lyonnaise, au CTTN, l'Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage. C'est ce laboratoire qui a coordonné les tests sur nos pulls. Il y a un test qui est lié vraiment au laboratoire, qui est lié à une machine qui émet de la chaleur comme ce qu'on appelle le skin model. Le skin model, la mesure de la résistance thermique, a été sous-traité à un autre centre d'essai textile à Épinal. Les spécialistes ont commencé par découper dans les pulls des carrés de 32 cm de côté. Ces carrés ont été fixés sur un support et déposés dans une enceinte climatique sur une plaque reproduisant la température de la surface de la peau, soit 35 degrés. On fait ensuite circuler un flux d'air au-dessus de l'échantillon à une vitesse d'1 mètre seconde pour simuler le mouvement de l'air autour de la personne. Les appareils mesurent ensuite la capacité du pull à retenir la chaleur.
Le deuxième test, c'est plus un test visuel, c'est le test de la caméra thermique. On regarde avec une caméra l'émission de la chaleur sur un pull porté par une personne. L'analyse par caméra thermique du CTTN met en évidence les pertes de chaleur des pulls. Ceux qui retiennent le mieux la chaleur sur le corps apparaissent en couleur foncée et ceux qui la laissent s'échapper en couleur claire. Une fois les données de la caméra transférées dans l'ordinateur, un programme calcule la température moyenne mesurée sur le devant et le dos du pull, ce qui permet de vérifier le classement thermique effectué par le laboratoire d'Épinal. Et le classement de ces 10 pulls qui coûtent entre 40 et 100 francs, on va le découvrir tout de suite. Des résultats qui vont vous surprendre. Les pulls qui présentent la résistance thermique la moins bonne et retiennent le moins la chaleur sont au nombre de 3. Il s'agit d'un pull homme Naturaline acheté à la Coop 89,90. Il est composé à 50% de coton et de mérinos. Le labo mesure une résistance thermique faible avec 0,04 m² Kelvin par watt. Même résultat pour un tricot acheté dans un magasin Anouk et composé à 35% de laine et 65% de fibres synthétiques. Et enfin, guère mieux avec un Paul Kael de chez PKZ, 99 francs et 100% mérinos pourtant. Vient ensuite un groupe de 5 pulls considérés comme offrant peu d'isolation thermique. Des tricots qui contiennent pourtant beaucoup de laine pour certains d'entre eux. C'est 95% de laine d'agneau et 5% de polyamide pour ce pull Manor à 40 francs. 100% laine vierge pour ce chandail femme de Benetton à 49,90. Et 100% cachemire pour celui acheté chez CA 69 francs. Le tricot Esprit, le plus cher du lot à 99,90, est à peine meilleur. Son étiquette indique 24% laine et 17% mohair, soit un total de 41%. Même résultat et encore moins de laine pour celui de marque Annekent, acheté sur Zalando, 30% de laine et 5% d'alpaga. Et enfin, voici les 2 pulls qui offrent la meilleure isolation thermique et qui sont aussi les moins chers. Cet H&M couleur saumon contient 32% de laine et de mohair, reste 36% de polyamide et d'élastane. Le meilleur de notre échantillon, c'est un chandail à 39,90 de chez Zara. 19% de polyester, 59% d'acrylique et côté laine, un petit 22% de laine et de mohair. Des résultats effectivement étonnants, Stéphane. Alors, le pull avec le moins de laine est le plus chaud. Comment ça s'explique ? Oui, c'est un petit peu lié, je pense, à nos préjugés autour de la laine. C'est forcément une matière noble, donc elle va nous tenir chaud. Moi, j'ai été demandé à des spécialistes, à l'EMPA et à d'autres, ce qu'il en était vraiment de la laine et des fibres synthétiques. La seule réponse que j'ai obtenue, c'est ça dépendra de la manière dont le fil est tissé et après dont le textile est lui-même tissé. Ça va se jouer là autour. Ça va se jouer là autour. Alors, les pulls synthétiques mieux que la laine. On avait d'ailleurs eu un même résultat assez étonnant en 2016 dans notre test sur les micro-doudounes. Les 3 meilleurs micro-doudounes étaient rembourrés avec du synthétique et non pas de la plume. Ce que nous disent les spécialistes, c'est que plus le fil et la maille sont épais, plus l'air va rester emprisonné, plus on aura chaud. C'est ça qu'il faut retenir en particulier. Donc au final, en dehors des questions d'esthétique, il reste au consommateur le choix entre un produit industriel composé de fibres synthétiques issues de la pétrochimie et des problèmes de pollution qui sont liés, et de l'autre, opter pour un produit naturel, pour autant évidemment qu'il n'y ait pas de souffrance animale associée. Et là aussi, c'est compliqué, Stéphane, de s'y retrouver. Oui, alors bien sûr, parce que vous allez avoir des étiquettes qui vous laissent croire que c'est entièrement composé de laine, et puis quand vous retournez l'étiquette, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on l'a vu aussi. Merci Stéphane. Bonne soirée à vous. Et puis, dans tous les cas de ces pulls, je l'ai dit, pas de laine suisse. Ce n'est pas que nous n'en produisons pas, non. Elle a été simplement négligée, cette laine suisse, comme un déchet. Mais les choses changent. De fil en aiguille, la laine fait son retour en Suisse. Maille à l'endroit, maille à l'envers, le tricot n'est plus ringard du tout. Même les étudiants des beaux-arts s'y mettent. Cela fait partie du mouvement slow fashion, très tendance en ce moment. La laine un peu délaissée est ainsi revalorisée. Nous avons déroulé nos pelotes pour en savoir plus sur la fabrication de la laine. Première étape, Ropra, dans le district de la Broye-Vuilly, chez Roger Rode, agriculteur et éleveur de chèvres angora, qui donne la fameuse laine mohair. Il a un petit troupeau d'une 40aine de bêtes. Chaque chèvre donne en moyenne 3 kg de laine. Elle est tondue une fois par année, une tonte délicate. On l'assied,
On prend la tondeuse et c'est comme on peut dire la fermeture éclair d'un habit. On va tondre au milieu, après faire chaque patte, le cou, et partir de chaque côté pour tendre jusqu'au dos, les cuisses et tout. La toison va tomber au sol, comme si on avait ouvert la fermeture éclair et simplement déposer la veste. L'humain, depuis des millénaires, a sélectionné les meilleurs qui avaient le plus beau poil, qui restait le mieux, et ce poil ne tombe plus, que ce soit chez la chèvre, chez le mouton. Si elles ne sont pas avec nous, elles ne peuvent plus vivre. Vivre, oui, mais se débarrasser de la laine, non. Les chèvres de Roger Rhodes attendent le tondeur, mais il n'a pas voulu que la tonte se passe devant nos caméras. On n'aime pas montrer la tonte parce que les gens des villes, je dirais, qui ne sont pas proches des animaux, émettent des avis ou des idées ou des suppositions avant d'avoir rien vu. On les tape, on les croche, on leur fait du mal. Je pense que vous pouvez voir autour, si c'est des bêtes à qui on faisait du mal, elles fuiraient. L'animal n'est pas fou. Si vous êtes méchant avec, il fuit. Malheureusement, les tontes ne se passent pas toujours en douceur. Au mois de mai, l'ONG PETA, défenseur des droits animaux, a diffusé une vidéo choc montrant des chèvres angora maltraitées en Afrique du Sud, un des plus gros producteurs de mohair. Des images cruelles. Cette vidéo a créé l'indignation et plusieurs géants de l'habillement comme H&M, Zara et Gap se sont engagés à renoncer à la laine mohair d'ici 2020. Il y a des gens qui trichent dans tous les métiers, c'est clair et net. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour ce qu'ils font. Ils le font pour le porte-monnaie, c'est les pires, ceux-là. Regardez, c'est les malheureuses. Elle a confiance, elle sait que je lui veux pas de mal. Hein? Nous avons voulu en savoir plus sur la tonte et nous avons continué notre chemin direction Villa-Repos où nous avons rencontré Cyril Chevalet en plein travail. Il est un des rares tondeurs professionnels en Suisse romande et il a accepté de travailler devant nos caméras. Nous, ici en Suisse romande, en tout cas, on est une poignée de tondeurs, puis on est des passionnés. Et on le fait dans le respect, quoi. J'aime bien l'élevage des moutons, c'est quand même ma passion aussi. Et puis, la tonte, ça fait quelques années que je le fais, mais chaque année, je progresse. On commence par enlever les parties les plus sales, c'est-à-dire le ventre et puis l'arrière-train. Et puis après, c'est toujours la même chose. On étire la jambe ici. La queue. Ensuite, on revient ici. On fait un petit peu la tête. Le cou, on fait cette partie-là. Ça, c'est la plus belle. Voilà, ici. Ça, c'est vraiment important que ce soit en une seule pièce. C'est une technique qui a été mise au point, justement pour qu'on soit toujours en parallèle du mouton. Ça évite beaucoup de blessures. Comme ça, la peau, elle est toujours étendue. On ne passe pas dans les bourrelets. Ici, la tonte est rapide, moins de 2 minutes par mouton. Un soin indispensable pour l'animal qui est tondu 2 fois par année, au printemps et avant les grands gels. C'est parce qu'ils rentrent en bergerie et avec la couche de laine qu'ils ont, ils transpirent en bergerie. Et puis surtout, ils ont tous les parasites de l'été, ils ont le branchage, tout ce qui a pu se mettre dedans. Ça les dérange et le fait de les tondre, on les libère, vraiment. Il faut compter 2 kilos de laine par animal, une laine qui ne vaut plus rien. Celle-ci sera vendue seulement 30 centimes le kilo et sera utilisée pour l'isolation. Un prix qui couvre à peine le prix de la tonte. Les prix se sont effondrés lorsque la Confédération a coupé les subventions des éleveurs de moutons en 2002 et que l'armée a cessé d'acheter de la laine. Mais il y a quelques irréductibles, notamment à Cernier, dans le canton de Neuchâtel, où une filature, unique en Suisse romande, a ouvert ses portes il y a une année. Aux commandes, des femmes, toutes membres de l'association Laine d'ici. Coraline Sando en est la présidente. Dans les années 80, effectivement, comme la laine d'Australie et de l'étranger est venue inonder le marché, et pas seulement en Suisse, mais en Europe, dans le monde, le prix de la laine brute a vraiment chuté, ne vaut plus rien. Donc c'est devenu un déchet. Alors que l'éleveur doit tondre ses moutons chaque année.
Et on s'est dit, mais c'est une ressource naturelle, vraiment tellement ici et maintenant, il faut en faire quelque chose. C'est vraiment triste que ça devienne un déchet. Financée par l'Office fédéral de l'agriculture, la Loterie romande et une banque alternative, l'association a pu créer une chaîne complète de fabrication. Il faut compter 1 semaine pour passer de la laine brute à la pelote. Tout commence par le tri, le lavage et le séchage de la laine. La laine entre ensuite dans la gueule du loup, une machine qui a de grandes dents pour mieux ouvrir les mèches qui se sont un peu fermées avec le lavage. Prochaine étape, le séparateur qui, comme son nom l'indique, sépare les fibres longues des courtes. Les courtes seront utilisées comme rembourrage. La laine est transformée en une sorte de voile. On en fait un petit boudin et on le conserve dans une caisse avec l'humidité naturelle. Elle passe ensuite à la carde, étape importante car elle va déterminer la grosseur du fil. Ce fil passe ensuite à l'étireuse pour en faire un fil plus régulier. L'étape suivante est la plus délicate, c'est la fileuse, une machine complexe à régler parce que tout dépend de la longueur de la fibre et de son épaisseur. Chaque lot de laine est différent. Le fil qui sort de la fileuse est un fil simple qui sera ensuite mis dans une autre machine, la retordeuse, qui donnera un fil de laine qui peut aller jusqu'à 4 fils simples. Les dernières étapes sont là pour transférer le fil sur une machine à cône. La laine peut aussi être conditionnée en pelote ou en écheveau. On accorde une grande importance à la traçabilité. Donc on sépare chaque lot, on fait des fiches pour chaque, même des particuliers ou des éleveurs. Et cette fiche suit tout le travail tout au long des étapes de transformation de la laine. L'association pousse même la traçabilité jusqu'à nettoyer les machines après chaque lot de laine afin qu'ils ne se mélangent pas avec le suivant. On veut promouvoir la laine suisse et valoriser le travail des éleveurs. C'est aussi ça, une partie. C'est vraiment un tout. Les pelotes qui sont filées ici sont vendues 13 francs les 100 grammes, mais c'est un produit 100% local. 13 francs les 100 grammes. À titre de comparaison, la laine la moins chère dans un magasin spécialisé coûte environ 9 francs 50 les 100 grammes. Cette différence de prix n'empêche pas l'association Laine d'ici d'augmenter sa production. Il y a une race de moutons qui donne beaucoup plus de laine que les autres, c'est le mérinos, originaire d'Afrique du Nord, apparu en Espagne au Moyen-Âge, exporté en Australie il y a environ 200 ans. Il y a là-bas d'immenses troupeaux. Chez nous, la toison des mérinos était utilisée dans les années 60 pour éviter les escarres, les ulcères de la peau. Il y a en chacun de nous un flemmard qui pense que pour vivre heureux, il faut vivre couché. Mais qu'il essaye, et pour peu que l'expérience dure longtemps, comme pour les malades, le voilà qui se plaindra de douleurs et de poings contus aux épaules, aux talons et aux fondements, si moelleux qu'il ait éprouvé le lit au premier abord. Ces animaux ne sont autres que nos amis le mérinos, dont nous connaissons d'autre part les activités. Ce sont eux qui vont nous donner la solution de ce problème. C'est fort naturellement en Australie que les premiers essais ont été faits. La laine du mérinos a des qualités uniques. Elle est douce et cède à la pression, mais c'est pour reprendre rapidement sa forme. Aujourd'hui, cette laine moelleuse est moins utilisée pour nos fondements et plus pour nos vêtements. Depuis quelques années, elle a complètement bouleversé l'industrie textile. La laine avait très mauvaise réputation. Pas parce que c'est de la laine, mais parce qu'elle est difficile à entretenir. Donc, quand ils ont trouvé ce mérinos qui peut être lavé machine, qui sèche vite et qui en plus est très agréable à porter, je pense que l'engouement pour la laine est revenu. C'est une très jolie qualité quand même, dans une gamme de prix raisonnable. C'est vraiment la fibre facile à vivre et avec tous les avantages d'une fibre technique. Moi, c'est ma préférée dans un sens où elle est moderne. C'est un produit qui est naturel, c'est un produit qui est inodore, qui permet d'évacuer la transpiration, d'évacuer l'humidité, qui se régule sur la température du corps. Alors, toutes ces choses qui font qu'en plus c'est agréable à porter font que les clients maintenant vraiment demandent beaucoup la laine mérinos. L'Australie est actuellement le plus grand exportateur de mérinos au monde, avec 70% de la production mondiale. Contrairement à l'Europe, la recherche australienne s'est toujours concentrée sur la qualité de la laine, un pari qui s'est avéré payant avec le mérinos. Les éleveurs ont su choisir pour l'Australie une espèce de mouton que déjà les Romains, à ce qu'il paraît, avaient réussi à obtenir par des croisements de brebis indigènes d'Italie
avec des espèces africaines. Kom zu mir, komm mal. Komm. Der rechts. Komm mal, là. Pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour trouver des moutons mérinos. Nous en avons trouvé à Huttwil, dans le canton de Berne. Hans-Juli Kradel s'occupe d'un petit troupeau d'une vingtaine de moutons. Ils sont surveillés de très près par sa chienne Lara. Kom maar, Lara. Kom, lauf, Lara, kom. Platz. Vous voyez là, la laine, elle est tout fin, là. Elle a 15-16 microns. Elle est tout douce, oui. Maintenant, elle a 4-5 cm. On tente seulement une fois. Ça fait 6 kilos, 5-6 kilos. La laine suisse, ça fait 1,20 franc comme ça. La mérino, elle est un peu plus chère, ça 4-5 francs. La tonte des moutons mérinos, c'est compliqué. Ils ont des bourrelets partout, beaucoup de peau. C'est pour ça qu'ils donnent autant de laine. Ici, c'est la tonte, un travail effectué par des équipes de spécialistes ambulants. Ils ont des chaussures solides et manient des outils aiguisés à la perfection. Le travail est rapide, assez fatigant et exige des opérateurs très entraînés. Chaque tondeur a une tâche précise. Et avec ça, sa conscience professionnelle qui l'oblige à tondre au moins 100 moutons par jour, de façon à ne travailler que 6 mois par an. La toison doit être enlevée d'un seul coup. Mais cette magnifique laine a une face cachée, le mulesing, une intervention chirurgicale qui consiste à enlever la peau du postérieur des agneaux et à couper leur queue. Une opération décriée par les défenseurs des animaux et certains producteurs. Ça, ici en Suisse, il n'y a personne qui le fait, c'est interdit. C'est impensable de faire ça ici. En fait, il leur arrache la peau de l'arrière-train, comme ça, la laine ne repousse pas. Et s'ils font des crottes, et puis les crottes sont liquides, au moins la crotte ne s'accroche pas dans la laine. Et puis, ça fait moins de déchets. Mais ici, on tonde simplement les arrière-trains, et puis l'affaire elle est réglée. Les mérinos sont vulnérables aux attaques de mouches, aux maladies et aux infections à cause des replis de peau autour de leur postérieur. Depuis le 1er octobre, le mulesing est interdit en Nouvelle-Zélande, mais reste une pratique courante en Australie. Sous la pression des consommateurs, on trouve de plus en plus de laine sans mulesing, une garantie que le mouton n'a pas subi cette douloureuse intervention. Notre laine mérinos, elle est certifiée KBT. KBT, c'est un organe de contrôle des conditions d'élevage des animaux qui certifie que la qualité, il n'y a pas de maltraitance au niveau des animaux. Donc ça, on peut le garantir. Sans l'intervention de l'homme, la toison du mouton mérinos devient énorme. C'était le cas de Shrek, devenu une icône en Nouvelle-Zélande. Perdu dans la nature pendant plus de 6 ans, ce mouton rebelle a été retrouvé méconnaissable. Un événement qui a tellement passionné les Néo-Zélandais qu'il a été tondu en direct à la télévision. Shrek a perdu 27 kilos en quelques minutes. Sa toison était épaisse de 40 cm. Le mouton mérinos est devenu sans aucun doute le champion du monde de la production lainière. Parlons de vous maintenant, comme chaque mardi. Vous vous souvenez peut-être d'une date historique pour les femmes. C'était il y a 13 ans, la naissance au forceps d'une assurance maternité qui garantit 14 semaines de congés payés. Un peu pingre, des entreprises privées et publiques offraient déjà 16 semaines. Sur les 85 000 naissances par an en Suisse, 7% sont des prématurés. Alors dans quelques milliers de cas, la durée de ce congé maternité peut poser un gros problème. Les explications de Malik Meli. Du haut de ses 2 ans et demi, Lucie déborde de vitalité et d'énergie. Mais ce n'est pas une petite fille tout à fait comme les autres. Lucie revient de loin. Le 20 avril 2016, en pleine nuit, un hélicoptère décolle de l'hôpital d'Yverdon. Il emmène en urgence une femme enceinte et un futur papa inquiet. Direction l'hôpital d'Aro en Argovie, le seul en Suisse cette nuit-là qui pouvait assurer un accouchement prématuré. Pour les futurs parents, le stress est maximum.
quand vous arrivez, l'impression que c'est des kilomètres de couloirs dans les souterrains de l'hôpital d'Arreau. Puis vous débarquez dans une salle avec tout d'un coup plein de médecins, plein de personnel soignant. Et je pratique très très peu le suisse-allemand, donc c'est vraiment très étrange de se retrouver dans cet univers. On comprend bien qu'il y a une urgence vitale à ce moment-là qui se met en place. Quelques heures plus tard, la petite Lucie vient au monde. Après 29 semaines de grossesse au lieu de 40, le bébé est ce qu'on appelle un grand prématuré. Placée immédiatement en couveuse, Lucie lutte pour sa survie. Rapidement, on nous informe qu'il y a un souci au niveau du cœur, que voilà, peut-être il y aura une chirurgie cardiaque à envisager. Donc on a peur quand on est la maman. Bien sûr. Extrêmement peur, extrêmement peur. C'est des peurs profondes, oui, bien sûr. De perdre l'enfant. Bien sûr. Évidemment. Les jours puis les semaines passent. Lucie s'accroche de toutes ses forces. Moi, j'imagine qu'elle a dû, elle, ressentir des moments d'angoisse terribles. Ça m'émotionne encore beaucoup. Toute seule de sa couveuse. Pardon. Par moments, ça a dû être très dur pour elle. Donc c'était vraiment très important que vous soyez là. Bien sûr. Tout cet accompagnement qu'on fait en dehors des soins, c'est indispensable pour l'enfant. Il ne se développe pas s'il n'y a pas ça. Lucie et sa maman passeront 10 semaines à l'hôpital d'Arreau avant de rentrer à Yverdon. En Suisse, le congé maternité, c'est 14 semaines au minimum. L'employeur d'Ariane lui en accorde 16. Après 10 semaines d'hôpital, il lui restait donc 6 semaines avant d'aller travailler. Mais cela aurait-il été possible ? Non. Non, parce que ça veut dire qu'en rentrant le 1er juillet, ça nous amenait à mi-août. J'aurais fait 6 semaines à la maison. C'est déjà pas mal, non ? Oui, mais il faut vous imaginer que c'est 6 semaines avec un bébé qui, effectivement, a déjà 2 mois et demi ou 3 mois de vie, mais qui en est au même stade de développement qu'un enfant qui vient de naître. C'est pas un bébé de 3 mois qu'on ramène. Oui, 3 mois physiques, mais pas dans son développement. Donc les 6 semaines qui suivent, c'est comme si n'importe quelle maman qui accouche, elle ne passe que 6 semaines à la maison avec son enfant. Tu te tiens bien, Lucie ? Heureusement, dans sa grande sagesse, le législateur suisse a prévu ce genre de situation. Enfin, a presque prévu. La loi dit que le congé maternité commence au jour de la naissance de l'enfant. La mère touche au minimum 80% du salaire pendant les 14 ou 16 semaines du congé. Mais si l'enfant naît prématuré et qu'il doit être hospitalisé, la loi permet à la mère de retarder le début du congé. Il ne démarre plus à la naissance, mais à la sortie de l'hôpital. Le hic, c'est que la loi a oublié de prévoir un revenu pour la mère pendant tout le temps supplémentaire. Une lacune législative dénoncée depuis longtemps par Liliane Maury-Pasquier. Ex-sage-femme, la conseillère aux États socialistes genevoises connaît le dossier sur le bout des doigts. Pour moi, c'est choquant. C'est choquant aussi parce que, en fait, c'est une situation qu'on connaissait. C'est une situation qui a été discutée dès le début, mais qu'on n'a pas voulu intégrer dans la loi au moment de son acceptation, notamment parce qu'elle devait être soumise au peuple, pour ne pas, ce qui était dit, charger le bateau. À son retour d'Argovie, Ariane Kaufmann reçoit une lettre de son employeur. Il lui a versé son salaire pendant les 10 semaines qu'elle a passées à l'hôpital d'Arau, mais son assurance perte de gain refuse de prendre en charge un arrêt de travail imposé à la mère par une naissance prématurée. Conclusion, c'est la date de naissance effective qui détermine la prise en charge des prestations. Le raisonnement de l'employeur est simple. Le salaire a été versé dès la naissance. Hôpital ou pas, puisque l'assurance ne suit pas, il n'est pas question qu'il paye plus que les 16 semaines du congé maternité. Il voulait perdre le moins de billes possible dans cette histoire. Parce qu'à son sens, c'est effectivement à une assurance de prendre ça en charge. Ce que je peux comprendre, en tant qu'employeur, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'assumer ce risque-là. Et que c'est peut-être effectivement à une assurance de prendre ça en charge. Mais je ne m'attendais pas à ça. Pas contente. Non, elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente? Si Ariane veut éviter de retourner travailler après 16 semaines, il ne lui reste qu'une seule solution. Renoncer à une partie de son salaire. Si on a un revenu
correcte, un employeur compréhensif, c'est possible. C'est-à-dire qu'elle prend un congé sans solde. Alors, elle prend un congé sans solde, ou alors, ce qui arrive quand même régulièrement, l'employeur suggère à la femme concernée de prendre un congé maladie, comme si elle était malade alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est précisément ce que l'employeur d'Ariane lui a proposé. Si elle souhaite prolonger son congé au-delà des 16 semaines, elle n'a qu'à se déclarer malade. On dit, mais je suis pas malade. Je suis pas malade, j'ai juste besoin de temps avec ma fille à la maison. En fait, on vous encourageait à tricher. Oui. Et un médecin vous met en arrêt maladie pour 2 semaines, éventuellement 3 semaines, mais ça veut dire qu'il faut retourner pour dire, mais je suis toujours pas capable de... Donc ça engendre un système de tricherie, puis d'aller, on guillemets, quémander un arrêt maladie parce qu'on a besoin de ces 16 semaines réellement, 14 ou 16 semaines réellement à la maison. Face à cette impasse, Ariane tranche dans le vif, elle démissionne. Mais elle finira par obtenir au tribunal des prud'hommes le paiement de son salaire pendant toute la durée du congé maternité, hôpital compris. À Berne, le Parlement a adopté l'an passé une motion de Liliane Maury-Pasquier. Elle demande au Conseil fédéral de préparer une loi pour prolonger les allocations maternité en cas d'hospitalisation d'un enfant prématuré. Les choses avancent donc, mais en Suisse, l'accouchement d'une loi n'a souvent rien de prématuré. L'assurance maternité est inscrite dans la Constitution depuis 1945. Il a fallu attendre 2005, 60 ans, pour qu'elle entre en vigueur. Espérons pour les futures mamans de prématurés que cette fois, ça ira un tout petit peu plus vite. Le rythme législatif en Suisse est ce qu'il est. Cette loi demandée par Liliane Maury-Pasquier a passé en consultation. Cette phase vient de se terminer. Alors pour qu'elle entre en vigueur, il faut encore que les 2 chambres fédérales votent le texte et qu'il n'y ait pas de référendum. Donc si tout va bien, le processus prendra au minimum 2 ans. On n'était pas encore en hiver que déjà fleurissaient les sapins artificiels dans et devant les magasins et les vrais sapins ne vont pas tarder. Est-ce que le faux qui tiendra des années est plus écolo et plus durable que le vrai? Laila Rolly s'est penchée sur la question. C'est quoi encore le problème avec les sapins de Noël? En matière d'écologie, le sapin est un sujet épineux. En Suisse, on n'est pas si mal loti. Comme substances chimiques et fertilisants sont prohibés en forêt, le sapin helvétique cultivé dans les bois est aussi vert que ses aiguilles. Ensuite, il y a le conifère de pépinière, ça reste local, mais les traitements chimiques sont autorisés et les parts de marché du sapin bio sont encore bien maigrelettes. D'après Forêt Suisse, les sapins traités chez nous le sont moins qu'à l'étranger. En plus, cette activité permet à nos agriculteurs de mettre un peu de beurre dans les choux-fleurs, parce que les épinards, c'est pas de saison. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème avec les sapins de Noël. Si, sur les 1,4 million d'arbres vendus chaque année en Suisse, moins de 45% sont indigènes, le reste vient principalement d'Allemagne ou du Danemark. Là, on est carrément dans l'industrie et ça sent le sapin pour la biodiversité. Comme tout le monde veut le même arbre, le super touffu qui fait joli sur Instagram, on cultive la race Nordman sur des étendues à perte de vue, et là, ça fiche les boules. Cette monoculture avec suppléments pesticides entraîne appauvrissement des sols, pollution des nappes phréatiques et impact négatif sur la faune, ce à quoi on rajoutera le transport parfois réfrigéré, qui rend le tout encore plus polluant et énergivore. Il est bien loin le temps où les elfes amenaient les arbres avec leurs traîneaux. Et les sapins en pot à louer, ceux qui sont replantés après Noël? Là aussi, la grosse majorité est importée, mais le secteur se développe et de fil en aiguille, les arbres indigènes devraient s'imposer. Bon, ok, on va faire simple et prendre un sapin en plastique réutilisable d'année en année. Fausse bonne idée! Le cabinet québécois Helio a comparé l'impact des sapins naturels et artificiels. Eh bien, le bilan carbone du vrai sapin est en moyenne 2,6 fois plus faible que celui du sapin artificiel fabriqué en Asie avec des substances dérivées du pétrole. Oh my God! En plus, un vrai sapin, c'est biodégradable et ça absorbe du CO2 pendant sa croissance. Les sapins, c'est comme pour tout, mieux vaut privilégier le bio et les petits producteurs locaux. Vous l'aurez compris, la quête du roi des forêts éco-friendly est un chemin semé de bûches. Mais ce qui compte vraiment, c'est surtout ce que le Père Noël va glisser dessous.
On s'y prépare avec beaucoup d'avance parce que l'enjeu est de taille. Vous qui écoutez la radio, vous le savez peut-être, la bande FM va complètement disparaître d'ici 5 ans. Tous les programmes radio auront dû passer au numérique et au DAB+. Mais DAB+, ça veut dire quoi précisément? Quels avantages ou désavantages? C'est ce qu'à bon entendeur vous expliquera mardi prochain. Il y a des questions financières, publicitaires, techniques. D'ailleurs, des postes radio qui captent le DAB+, les magasins vous en proposent déjà beaucoup. Quels sont les meilleurs? Quels sont les moins bons? 2 tests pour le savoir. À bon entendeur vous offrira aussi une plongée dans un monde radiophonique éclectique. Les uns voient l'arrivée du DAB+ d'un bon oeil, les autres pas du tout. DAB+ ou moins, c'est mardi prochain. Et je terminerai par un appel à vos témoignages, vos expériences. Si vous avez vécu un accident de ski sur piste ou hors piste, de luge, de patin à glace, de randonnée ou de tout autre sport d'hiver, et que vous avez rencontré quelques problèmes d'assurance, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook ou la page contact sur le site d'À bon entendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À tout bientôt, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.